Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. À la une, le nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire, une équipe élargie constituée de personnalités favorables au grand parti unifié voulu par le président Ouattara, avec en vue l'élection présidentielle de 2020. En Guinée-Bissau, les fonctionnaires exigent une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de vie. Ils étaient 1 millier à participer à la marche dans la capitale à l'appel de l'UNTG, la principale centrale syndicale. Et puis à Conakry, la marche de la colère va se poursuivre. Les manifestants dénoncent l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Gouvernement et syndicats ne sont pas parvenus à s'entendre lors des négociations ce mercredi. Mais d'abord en Côte d'Ivoire, la nouvelle équipe gouvernementale est déjà au travail. Elle a tenu son premier conseil des ministres ce mardi. Ce mercredi, pas de grands changements au niveau de la composition de ce nouveau cabinet. À noter que les 10 ministres du PDCI sont reconduits. Il faut dire qu'ils s'étaient prononcés en faveur du projet de grand parti unifié, un gouvernement très politique. Donc la présidentielle de 2020 est déjà dans tous les esprits. La correspondance de Thaïs Brook. Le chef de l'État avait demandé à son Premier ministre de constituer un gouvernement composé de ministres uniquement en faveur du RHDP, le parti unifié. C'est désormais chose faite, mais il faut dire que ce nouveau gouvernement n'en est pas vraiment un. En effet, la plupart des ministres et secrétaires d'État faisaient déjà partie du précédent gouvernement. Ils ont été renouvelés, soit renouvelés dans leurs fonctions ou alors ont hérité d'un nouveau portefeuille. Et même les ministres issus du PDCI, alors que certains les prédisaient sur la sellette depuis que leur parti a décidé de ne pas rejoindre le RHDP, ce parti unifié, en tout cas pas avant la présidentielle de 2020. Mais il faut dire que tous ces ministres issus du PDCI s'étaient prononcés en faveur du parti unifié. Le nouveau gouvernement compte 10 nouveaux membres. Ils sont pour la plupart issus de nouveaux petits partis qui ont déjà rallié le RHDP. On peut citer le MFA, l'UPDCI ou encore le Parti du Travailleur. Mais la plus grande surprise est l'incorporation dans ce gouvernement de 3 nouveaux ministres PDCI. Alors pour une partie de la presse ivoirienne, c'est un pied de nez fait à Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Des accusations ou des insinuations qui ont été rejetées ce mercredi matin au Conseil des ministres par Alassane Ouattara, qui estime qu'il n'y a aucune tension au sein de la classe politique ivoirienne. Les Équato-Guinéens attendent toujours la libération des prisonniers politiques. Pourtant, l'amnistie générale a été décrétée par le président Obiang le 4 juillet dernier. Le leader du Parti citoyen pour l'innovation, dissous depuis février, dénonce le non-respect du décret présidentiel et demande la remise en liberté de la trentaine de militants du parti emprisonnés dans le centre du pays. Cette amnistie générale est une condition posée par les partis d'opposition à la participation au dialogue national convoqué par le président. En Guinée-Bissau, cette fois, les fonctionnaires maintiennent la pression sur le gouvernement. Ils sont descendus dans les rues ce mercredi pour réclamer une hausse de leur salaire. Et ils pointent du doigt l'augmentation officieuse attribuée au ministre. Les détails de Nicolas Germain. Dans la capitale Bissau, les manifestants ont scandé « Abat les députés et les ministres trop gourmands ». Selon des sources parlementaires, les salaires des députés ont été augmentés et ils ont chacun reçu un véhicule 4x4. L'augmentation salariale des ministres, elle, n'a pas été officiellement confirmée. La manifestation a été organisée par l'UNTG, la centrale syndicale la plus représentative dans la fonction publique en Guinée-Bissau. Elle réclame de meilleures conditions de vie. Tant que j'assume la direction de ce mouvement, nous allons continuer nos revendications. C'est un droit, c'est nous qui produisons la richesse dans ce pays. La semaine dernière, le Premier ministre Aristides Gomes avait déclaré que le gouvernement n'avait pas les moyens de prendre en charge leurs revendications. Selon lui, son gouvernement a simplement été formé pour organiser des élections législatives en novembre et expédier les affaires courantes. La Guinée-Bissau a connu une crise politique depuis 3 ans en raison de tensions entre le président José Mario Vaz et une branche de son parti, le PAIGC. Et de l'autre côté de la frontière, les Guinéens ne décolèrent pas. Ils étaient plusieurs milliers à manifester mardi à Conakry. Ils dénoncent la hausse importante du prix du carburant, plus 25%. Le litre à la pompe passe de 8 000 francs guinéens à 10 000. Mardi, les négociations entre le gouvernement et les syndicats ont échoué. C'était ce mercredi. Aucun accord n'a été trouvé. La grève va donc se poursuivre en Guinée. Écoutez les réactions de ces manifestants qui se disent déterminés. Aujourd'hui, le fait d'augmenter de 2 000 francs le prix du carburant à la pompe, aujourd'hui le riz a augmenté, tous les produits de première nécessité ont augmenté, la population elle est pauvre, je veux dire. Le peuple a décidé de prendre son destin en main. Il faut que les gouvernants écoutent les gouvernés.
Si ce n'est pas le cas, c'est nous que leur avons mis là-bas, on décidera de leur sort. C'est pour diminuer le prix du carburant qui était à 8 000 francs et actuellement le gouvernement a fixé 1 litre à 10 000 francs. Et la population n'est pas capable de payer ce prix. Donc nous sommes là ce matin pour revendiquer cela. On ne veut rien. Comme vous voyez, la marche, elle est très pacifique. Nous sommes là pour suivre cette marche et que l'État revienne à ce que la population demande. Demain, c'est une ville morte. Jeudi, nous allons manifester. Vendredi, ville morte. Samedi et dimanche, on se repose pour se ressourcer. Chers camarades, de chercher du carburant. Lundi, manifestation. Mardi, ville morte. Mercredi, ville morte. Et encore, nous allons mettre le pied sur l'accélérateur. Tant que le gouvernement ne recule pas, on ne reculera pas d'un centime. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en Ouganda, le gouvernement forcé de revoir sa copie sur le texte sur la taxe commérage. Un projet de loi révisé va être débattu au Parlement. De nouveaux rassemblements se sont tenus ce mercredi. Ils ont été émaillés d'affrontements avec les forces de l'ordre. La police ougandaise a fait usage de gaz lacrymogène et a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants. Depuis le début du mois, les Ougandais doivent s'acquitter chaque jour d'une taxe de 200 shillings, soit 4 centimes d'euros, pour accéder aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter ou encore les sites de rencontres comme Tinder. Une taxe voulue par le président Museveni afin de lutter, dit-il, contre les conséquences du bavardage en ligne. On manifestait aussi à Harare ce mercredi. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel du parti d'opposition MDC. Les militants exigent une totale transparence sur l'organisation des élections législatives et présidentielles du 30 juillet. Ils mettent en garde contre les risques de fraude. La question des listes électorales est notamment au cœur des préoccupations. En République démocratique du Congo, une manifestation des militants du mouvement citoyen Filimbi a été réprimée à Goma par la police. Ils s'étaient rassemblés devant le siège de la MONUSCO pour réclamer la libération de leurs camarades arrêtés à Kinshasa en décembre 2017. La police les a dispersés jusque dans l'enceinte du quartier général de la MONUSCO. Au moins 3 militants Filimbi ont été arrêtés. Et puis au Niger, 3 ans de prison ont été requis mardi soir par le ministère public à l'encontre de 3 figures majeures de la société civile. Ils sont détenus depuis le mois de mars après une manifestation interdite. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet. Quelques jours après le rejet de son inscription sur les listes électorales, Karim Wade enregistre une victoire, cette fois sur le plan judiciaire. La justice monégasque refuse de confisquer ses comptes. La demande avait été formulée par l'État sénégalais. Le fils de l'ancien président, Abdoulaye Wade, a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme et 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Le Sénégal a engagé plusieurs procédures à l'étranger pour récupérer ses avoirs. Les précisions de notre correspondante Sarah Sako. Pourquoi l'État peine à saisir leurs biens? Titre le quotidien gouvernemental Le Soleil. Pour le quotidien, un privé cette fois, Karim s'en tire à bon compte. C'est vraiment le titre à la une ce mercredi. La justice monégasque a donc rejeté la demande de l'État du Sénégal de confisquer des comptes bancaires appartenant à Karim Wade et autres condamnés pour enrichissement illicite. Déjà en 2016, l'État du Sénégal avait essuyé un refus de la justice française. Cette fois, refus confirmé en appel en mars dernier. Alors avec cette décision de la justice monégasque, les avocats de Karim Wade se frottent les mains. Encore une victoire éclatante de M. Karim Wade contre l'État du Sénégal, sa justice instrumentalisée et cette juridiction spéciale qu'elle a créée. Mais nous sommes habitués à ces victoires et à ces déconvenues judiciaires de l'État du Sénégal parce que tout ce qui est fait sur le plan domestique, qui devait être fait dans le cadre d'un État de droit avec une justice indépendante, des juridictions impartiales, des juges d'une grande neutralité, ça n'a pas été le cas. Ils voulaient simplement se débarrasser d'un adversaire politique. Les avocats de l'État du Sénégal expliquent, eux, que ces comptes bancaires restent gelés car une procédure au civil est pendante. Mais surtout, selon eux, ce refus tient à une raison technique de droit. Le délit d'enrichissement illicite n'existe pas en France ni à Monaco. Voilà les raisons pour lesquelles, sur cet aspect de l'exécution de la décision de la CRI, la décision a été refusée. Mais ce n'est pas parce qu'elle serait inéquitable. C'est absolument faux. Voilà. Les juridictions françaises ni monégasques ne peuvent dire qu'une décision rendue au Sénégal serait équitable ou inéquitable. Ce n'est pas possible. S'il estime qu'il a gagné partout, mais il suffit qu'il vienne dire au Sénégal, votre décision n'est pas bonne. Voilà, puis c'est tout.
Mais si Karim Wade a été gracié par le président Macky Sall après avoir purgé la moitié de sa peine de prison, il reste redevable d'une colossale amende, plus de 210 millions d'euros. S'il ne s'en acquitte pas et qu'il rentre ici au Sénégal, il risque donc de se retrouver en prison. Au Rwanda, les marchés où s'empilent les vêtements d'occasion venus des États-Unis sont au cœur d'une guerre commerciale. Décidé à renforcer son industrie textile, le gouvernement rwandais a augmenté en 2016 les droits d'importation sur les vêtements d'occasion, ce qui bouleverse un secteur qui vaut des millions de dollars et crée des tensions avec les États-Unis. Regardez. Ici, dans ce marché de la capitale, on vend de la fripe, des vêtements d'occasion. Un secteur qui était très florissant, mais en 2016, le gouvernement rwandais décide de multiplier par 12 les droits de douane pour l'importation des habits d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre 20 000. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde. L'industrie emploie 350 000 personnes. La majeure partie des fripes viennent des États-Unis. Et pour le président du Rwanda, Paul Kagame, ce marché bloque le développement d'entreprises locales. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation. Et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale. Face à l'augmentation des prix des vêtements de seconde main sur le marché, certaines personnes se tournent vers des habits made in Rwanda. Dans le village culturel de Kigali, une vingtaine de stylistes ont ouvert des magasins pour mettre en avant la production locale. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce Made in Rwanda dans son placard. Si à long terme le marché local pourrait bénéficier de cette forte taxation, à court terme, les Rwandais qui ont des revenus modestes doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs de vêtements d'occasion. Et on revient sur la victoire des Bleus mardi face à la Belgique. Un match très suivi, en particulier au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Les avis sont partagés, les soutiens à l'équipe de France sont nombreux, mais les Diables Rouges ont également compté quelques supporters. On écoute ces quelques réactions. Je suis très content que la France puisse se qualifier pour la finale, mais c'est fait. Et je pense que dans l'ensemble, les gens ont vu que la France, depuis le début, il a fait ce qu'il a fait. Donc c'est déjà bon. Je soutenais naturellement la France parce qu'il y a plusieurs de nôtres qui sont là-bas. Vous avez des garçons comme des Matuidi, vous avez plein d'Africains là. Et moi, je soutenais la France, donc à Les-Îles-et-Blés. Je suis totalement déçu parce que je m'attendais à une équipe de Belgique qui nous a montré un très bon football avec des joueurs de grand talent, genre Ebenezer, le numéro 10, le capitaine, notamment les Lukaku et tout. La France est quand même parmi les pays qui démontrent un football assez excellent. 2 buts au cours de cette finale serait vraiment quelque chose de fantastique. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 24.